Ce mois-ci, à Parlons Ancêtres, Réal Hood nous parle des débuts de la démocratie moderne, Paul Lavigne nous parle du mythique bar chez Maurice de Saint-Lazare et tout plein d'autres petits sujets dans le monde de la généalogie. Bonjour à toutes et à tous, Éric Béliveau, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Je suis en compagnie de mon ami collaborateur et co-animateur Yann Lauzon. Yann, ça va bien? Ça va bien, merci. J'espère que nos auditeurs sont super bien. Toi, Eric, ça va? Oui, ça va super bien. Avant qu'on commence l'émission, hein, j'inviterai comme à l'habitude les gens qui veulent participer, que vous soyez une société d'histoire ou un auteur, conférencier, qui aimerait qui aimerait venir parler de votre sujet favori, eh bien, n'hésitez pas à communiquer avec nous. L'adresse courriel est en commentaire, raconte-moi mes ancêtres à commercial gmail.com. Sinon, Eric, dans les nouvelles, là, si je ne me trompe pas, toi, tu as bientôt toi-même une conférence qui s'en vient. Oui, oui, ça va être le 15 avril à Saint-Jovite à 19 heures à l'Hôtel de Ville. Le sujet sera Nous ne sommes pas que français, où est-ce que je vais vous expliquer là, la surprenante diversité de nos ancêtres. En attendant, aujourd'hui, Eric, on parle de quoi? Ben, on va poursuivre avec l'histoire de Saint-Lazare avec Paul Lavigne. Mhm. On va aussi par la suite hein, poursuivre l'histoire des trains, où est-ce que Philippe va nous expliquer le développement des régions. Par la suite, ben, il y a Yann qui va poursuivre là, avec les dossiers militaires, là, la quatrième partie, où est-ce qu'il va nous parler. On va voir les correspondances que le frère et la sœur ont eues au ministère là, de la Défense nationale. On va terminer la saison 1 du Canadien, qui se termine en mars 1910, parce qu'à l'époque, hein, il n'y avait pas de glace artificielle. Qui fait Donc, que je on ne vais y pas allait. jusqu'à juin. Non, non, puis il commençait hein, à fin décembre, puis il terminait là, au milieu mars, là, puis d'ailleurs, c'était des fois des enjeux, là, la qualité de la glace, parce qu'il n'y avait pas non plus de Zamboni. Mais pour commencer, hein, on garde le même ordre que le mois passé, puis on va parler de patriotes et clans. Cette fois-ci, on va parler encore une fois avec Réal Hood, qui nous explique qu'est-ce qui se passe avec l'élite au moment de la défaite. Un peu après la défaite, on l'accueille à l'instant. Tu parlais tantôt de l'acte de Québec. Bon, moi, ça, c'est une chose que j'ai un petit peu appris là, avec toi parce on entend souvent dire hein, que l'élite française est partie après la conquête. Puis bon, Et qui nous a selon abandonnés. tes recherches, c'est pas tout à fait ça. Il y en a effectivement, mais c'est pas la majorité. Euh, moi, je trouvais ça intéressant là, comme apprentissage. Ceci étant dit, ces gens-là restent dans un système féodal là, qui est semblable là, à ce qu'il y avait avant. Tu parlais de l'acte de Québec, là, où est-ce que là, les autorités britanniques vont en donner un peu plus là, aux marchands britanniques et aux Canadiens français pour pas qu'on s'allie avec les Ben, c'est Américains. sûr qu'il y avait ça là, dans l'air, ouais, Il y avait effectivement. ça dans l'air. Puis bon, effectivement, entre 1775 puis 1783, il va y avoir la guerre de l'indépendance des États-Unis qui va par la suite amener les loyalistes dans la province of Québec. Peut-être si tu peux nous expliquer, là, on parlait du système féodal, mais si tu peux nous expliquer c'est quoi le système politique là, à Ben, l'époque. ça bougeait beaucoup. Quand il y a l'acte de Québec 1774, c'est sûr que dans l'air, il y a des bouleversements en France, il y a des bouleversements dans ce qui va devenir les États-Unis, les colonies anglaises. Faut jamais oublier que aussi la Louisiane, c'est français à ce moment-là. Hein, donc, les colonies, les États-Unis, au début, c'est la partie de l'Est, hein, c'est la partie Oh oui, c'est pas le D'accord. faut territoire jamais qu'on connaît oublier ça, maintenant, là. Ça n'a là. rien à voir avec ce qu'on connaît Tu sais, maintenant. le golfe du Mexique ne touchait aucunement aux États-Unis à ce Et il moment-là. s'appelait le golfe du Mexique Il s'appelle parce que encore le golfe du oui, Mexique. et le Mexique est plus ancien que les États-Unis, il faut jamais Ouais.
oublié, là. Donc, ça, juste un petit mot d'histoire, quelqu'un qu'on pense, là. Donc, écoutez, cette époque-là, elle était trouble. Imaginez la couronne britannique, là. Ils voient que ça, c'est en train de se détériorer à grande vitesse en France. Il faut jamais oublier que ces couronnes-là, même s'ils ont été des adversaires, ils ont des liens de famille, hein. Il y a beaucoup Oui, oui, de temps oui, dans les tout à deux fait. Et couronnes. les Anglais ont déjà eu des territoires en C'est France. ça. Donc, Et le ces contraire. gens-là voient bien que ça grouille puis ça grenouille. Oui, et puis ils veulent pas que la même chose se passe chez eux. Exactement. Puis ils voient de l'autre côté, oh, les colonies anglaises font la même chose. Donc là, il y a quelque chose qui grouille. Puis là, on se dit, hey, on ne perdra pas le Canada en plus, là. Donc, Ouais. il y a comme la démocratie s'installe tranquillement. Avait commencé en Angleterre déjà. Et le génie, quand même, il faut leur donner ça, des Britanniques, c'est qui ont la couronne britannique a permis le développement d'une forme de démocratie, ce qui n'était pas le cas chez les Français. Non, non, Et non, pas ça tant. finit avec le roi qui s'est fait couper la tête. Aux États-Unis, ben, la création des États-Unis arrive là. Donc, on a créé un système politique, une monarchie constitutionnelle ici au Canada. 1791, on écrit le texte, mais 1792, ça devient effectif. Et ça, c'est très, très intéressant. Moi, c'est cette partie-là, tout ce travail-là, où, imaginez, là, tu as les francophones du Québec. OK? Ça veut dire qu'il y a des Anglais qui ont été bienveillants, qui ont dit, OK, on embarque avec vous. Donc, l'acte de Québec, il y a comme une reconnaissance que vous existez comme nation un peu distincte. Mon Dieu, ils n'ont pas dit ça de même dans le temps. Ça date de 1987, là, 90. Mais vous comprenez qu'il y avait comme quelque chose qui a Ils été. reconnaissaient le concept de C'est ça. Canadien, Donc, là. oui, c'est ça. Donc là, il y a eu une discussion, il y a eu des rencontres entre les hauts gradés anglais, l'élite anglophone et l'élite francophone, les seigneurs. On crée la démocratie ici. Vous savez qu'on est une des plus anciennes démocraties Mm. au monde, hein. Avant Ouais. ça, ça date du temps des Grecs. Mais Ouais, dans mais c'était pas les pareil. modernes, là, dans les démocraties modernes, Mm. le Québec-Canada, on est une des plus vieilles démocraties au monde. Et ça, c'est important. OK? Et là, on voit, c'est sûr qu'au début, on crée des élections. C'est pas le vote secret. Il n'y a pas de code Morin dans ce temps-là, là. OK? Puis tu as, le droit de vote si tu es un propriétaire, hein? Tu Ouais. es un homme. OK? On va oublier Mm. le droit de Ou, vote des ou femmes. une Ouais, c'était veuve. même pas tous Ou les veuve. hommes, là. C'était juste C'est les pas tous les hommes, c'est propriétaires. les gens qui sont propriétaires qui ont de Fait qu'il fallait l'argent. que tu aies de OK? l'argent, c'est ça. Ouais. Et qui se présente au début, ça c'est assez fascinant. Tu as quelques personnages comme Joseph Papineau, le père de Louis-Joseph. Il ne faut jamais oublier que Louis-Joseph, C'était le deuxième. c'est le fils d'un politicien. Donc, il a appris par son père, qui est un notaire, là. Mais la plupart, c'est des seigneurs. Parce qu'imaginez, tu te présentes, le seigneur se présente. Bon, toi, tu es un censitaire. Vas-tu te présenter contre ton seigneur? C'est un vote à main levée, penses-tu? Ouais. Bon, les premiers députés sont des seigneurs. Ben, il y a quelques exceptions. Mais Joseph Papineau devient seigneur parce qu'on va lui donner la seigneurie des petites nations, tu sais, en Outaouais, là. OK? Donc, c'est intéressant de voir que ces gens-là, tout d'abord, il y a ça. Mais il y a aussi des anciens Acadiens Hmm. qui vont prendre une place, hein, qui vont être élus députés, comme Louis Bourdage, un personnage fort intéressant aux auditrices et auditeurs, là, s'il y a un personnage, allez voir la biographie, ça vaut la peine. Louis Bourdage, dont les parents ont subi des grandes vexations du pouvoir anglais qui sont promenés entre l'Acadie, puis ce qui est la Gaspésie maintenant, comme une partie de la Gaspésie. Et on voit ce personnage qui décide d'embarquer dans le deal. OK? C'est-à-dire, OK, on va essayer de créer que ça fonctionne. Donc, il y a d'autres personnages comme ça dans l'histoire. Il y a les seigneurs, c'est sûr qu'il y a un descendant Boucher de Boucherville, il y a un descendant de William Grant se présente, etc. Puis il y a d'autres personnages à travers le Québec qui vont être là, des Juchereau du Chesnay, bon, des Chartiers de Lotbinière, bon, toutes sortes de personnages qui étaient déjà des seigneurs.
Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une naissance de la démocratie, une représentation. Ouais, ouais, c'est quand même effectivement les débuts de la démocratie moderne, mais bon, on n'est pas tout à fait encore là, proche Non, de la il n'est pas démocratie, mais de, c'est pas comme Ouais, maintenant. ben, l'avantage qu'il y avait à ce moment-là, c'est que le monde qui votait, c'était du monde qui avait quand même de l'instruction un peu plus. C'est sûr que l'illettré du 15e d'une famille qui n'a pas été à l'école, travaille dans le champ, il n'était non. pas au courant de ce qui se passait, probablement. Ouais, les Ouais. rednecks, ils allaient pas C'est ça. voter. C'est ça. Puis là, j'imagine qu'au début, aujourd'hui, on parlait tantôt là, du PQ, de Québec solidaire, de la CAQ, des libéraux. On a quatre options, même des fois cinq, six. À cette époque-là, c'est quoi les forces en présence là, Ben, au début, c'est début? plus, ben, quelques années plus tard, on va avoir les partis des bureaucrates avec le Parti canadien. Bon, là, t'as les Canadiens français plus dans le Parti canadien. Bureaucrates, c'est un mélange parce que faut jamais oublier que dans tous les partis, dans tous les courants, tu as des gens canadiens-français, puis tu as des anglophones Ouais, aussi, qui sont dans les deux, dans tous les camps. ouais, C'est même pendant jamais, les rébellions, il y avait des c'est ça. anglophones qui se battaient contre les anglais. Wilfred Nelson, pendant la rébellion, c'était un anglophone, OK? Puis un anglophone issu d'une famille qui est en lien avec le clan familial Boucher de Boucherville, là. Et donc, c'est de loin, là. Donc, il y a des personnages comme ça. C'est comme les guerres, hein. Chez les résistants, il y avait des prêtres catholiques, mais il y avait le haut clergé qui ont embarqué, qui négociaient. Donc, c'est Ouais, pareil en France. Tu avais des gens qui étaient, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui étaient des fascistes, puis tu avais les résistants de l'autre bord. Donc, c'est la même chose à l'époque des Patriotes, c'est la même chose au niveau politique. Il y avait des courants de pensée. Et Louis-Joseph Papineau va apprendre ce métier, il va être élu aussi député, il va apprendre le métier de son père, il va être élu, il va siéger en même temps que son père pendant quelques années. oh, ça, je savais pas. Et il va succéder à son père comme seigneur de la petite nation. Donc, Louis-Joseph, son père s'appelle Joseph. On voit aussi le Ouais, réflexe féodal, hein, mais garder le ça, même nom. toujours le même principe. Mais c'est pour ça que c'est intéressant. On est loin là, de la fin de la tenue seigneuriale à ce moment-là. Parce que ça fait quand même l'affaire des gens, ce système-là. C'est pas ça OK. le problème. Mais on imagine que, vu qu'il y a beaucoup plus de Canadiens français, qu'il va y avoir plus de Canadiens français dans l'Assemblée Mais il y en a nationale. beaucoup. Quand on regarde, moi, je suggère à vos auditrices et aux auditeurs le dictionnaire parlementaire du Québec, 1792-1992. Il y a une version papier, puis il y a une version en ligne. Donc, là, on a rajouté depuis 92 les autres députés qui ont Ouais. été élus. Il y a des mini-biographies. Et c'est fort intéressant, ce dictionnaire. Ça a été édité par le Parlement du Québec, là. Donc, Pour toute la députation depuis le début, oui, depuis quand le même. début de la 1792. Moi, j'avais fouillé, à l'époque, quand j'ai commencé, je connaissais absolument pas grand-chose, à part ce que j'avais appris à l'école. Et Et pas grand-chose. c'est ça, sur les Patriotes, on avait Ah, on deux passait lignes, et deux c'est tout, jours, là. hein. C'était... à un moment donné, je suis dans le Vieux-Québec, puis j'aimais ça. Dans le temps, avant la pandémie, il y avait des bouquineries, on avait plus de Oui, oui, c'est le fun. et là, je suis sur la rue Saint-Jean, puis je rentre dans une petite bouquinerie, puis je tombe sur un dictionnaire parlementaire qui a été édité en 1902. Wow. Fait que là, je tombe là-dessus, ça m'a coûté 10 $, j'ai acheté ça, puis là, j'ai vu la biographie de mon aïeul. Mais surtout, je voyais, c'était les parlementaires de 1792 à 1902. Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y avait des petites biographies, puis c'était pas juste les parlementaires du Québec, tu avais aussi les gens élus députés au fédéral aussi à partir de Oh, Ah, OK. 1867, avec d'où il venait. Parce que souvent, il y avait des députés qui étaient à la fois au fédéral et au provincial pour le même comté, hein. Ça n'a pas duré longtemps, mais on l'a fait pendant un bout de temps. Donc, et on voyait un peu, il y a une petite bio, ça donnait un peu quand est-ce qu'ils ont été élus, etc. Donc, ça, c'est intéressant, je vous le dirais, il y a des choses qui sont publiées qui sont fort intéressantes. Depuis 30 ans, on peut dire il y a beaucoup, il y a eu un rattrapage au niveau de l'édition de notre histoire, si on peut dire ça. Ouais, on a des éditeurs qui poussent beaucoup sur l'histoire, notre Oui, histoire, pas juste oui. ce qui était pas le cas là, des années 50-60. Ben, ça appartenait à quelques
Ouais. personnages, quelques... Ben, ceux qui poussaient assez fort, là. C'est ça. Donc, moi, quand j'ai édité mon livre, L'improbable victoire des Patriotes, c'était les clans familiaux à l'époque des Patriotes dans la vallée du Richelieu, parce que il y a eu une concentration. Il y a eu Saint-Eustache. Moi, Oui. j'ai moins étudié cette partie-là, mais la partie vallée du Richelieu, moi, ça Ben, m'intéressait parce ça a que été un endroit chaud en événements et c'est ça. important C'est tous pour le ces développement, là. gens-là, tu sais, parce que faut, euh, la, 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 la famille Chérier était à Saint-Denis, sur Richelieu. Papineau, sa sœur, était seigneuresse de Saint-Hyacinthe avec son mari Jean de Saule. Donc, tu sais, il y avait de l'action dans ce coin-là. Il y avait de l'action. C'était une Ça voie. devait être mouvementé, mettons. Oui, puis c'était une voie. Il faut jamais oublier que le Richelieu est une voie de communication avec les États-Unis, hein, Hmm. le lac Champlain. Ben oui. Il y avait beaucoup Et le premier chemin de fer est entre La Prairie et Saint-Jean-sur-Richelieu en 1836. En Ah, passant, moi, je travaille depuis quelques années à La Prairie. Je suis en lien avec la Société d'histoire de la Prairie de la Magdeleine. Un endroit intéressant à visiter pour vos auditrices, auditeurs, si des gens vont dans la région de Montréal. Ben, quand on regarde un peu et on lit sur le premier chemin de fer, ça a été inauguré en 1836, c'est John Molson, puis ça. ouais. Mais Papineau est là, Louis-Joseph Ouais. Papineau est là avec l'élite. L'élite anglophone, l'élite francophone sont ensemble pour le party à la prairie. Ils font la fête là pour le premier chemin de fer. Ça va se gâcher tout de suite après, juste euh, au début de 1837, là, ça va se durcir le ton. Mais avant, à 1836, il y avait comme ça se parlait beaucoup entre. Puis c'était assez intéressant quand on regarde là, les événements qui étaient présents lors des événements, notamment l'inauguration du chemin de fer. Donc, c'est une région qui a été très importante, qui était très importante au niveau socio-économique, politique et socio-religieux dans ce temps-là aussi. Avant d'arriver à 1837, 38, 1791, là, on a la proclamation royale qui nous amène à Ouais. une certaine démocratie. Est-ce que l'élite va changer un peu là, au début du 19e siècle ou C'est on les mêmes garde la même familles. gang? Ben, c'est sûr que là, il va y avoir des gens qui vont se faire élire députés, mais souvent, ils ont l'autorisation du seigneur de la place, hein. Des fois, Ouais. il y a des seigneurs, ça leur tentait pas d'aller, Ouais. de C'est pas tout s'en le monde aller qui faire veut de la faire de la politique. politique, là. Donc, il y avait des gens qui ont eu des mandats, des personnages qui vont prendre une place tranquillement. Et c'est là qu'on va voir un peu ce changement-là. C'est pas juste des seigneurs qui sont au pouvoir. Dans les rues de Montréal, on se rassemble. Sous les étoiles des histoires, on tremble. On chante nos aïeux et nos chemins. Venez écouter, mes chers copains. Des légendes et des contes s'enivrent. Trésors cachés dans les cœurs, ils vivent. À chaque épisode, une nouvelle page. Découvrons ensemble. Ouais, ben c'est intéressant ça. Moi, j'aimerais ça qu'on revienne sur le fait, hein. On avait souvent entendu ça, que l'élite est partie là, après la défaite. Puis Ben, bon, c'est ça. c'est un peu comme une légende urbaine. Ouais, ben, Moi, ce que j'aime beaucoup là-dedans, tu sais, quand on avait parlé avec Éric Bédard, là, tu sais, le gros, c'était les Français nous ont tués ou nous ont-tu pas abandonnés en disant, ben, ils n'ont pas vraiment abandonné. Mais c'est un peu la même réflexion, là. Autant que les Français en France, tu sais, c'était pas de gaieté de cœur qui se débarquaient de la Nouvelle-France que ceux qui étaient ici, puis la noblesse qui était ici, les bourgeois, ils sont pas partis, ils sont restés. C'était pas. Tu sais, ils auraient pu dire, ben moi, je m'en vais, là, fuck it, là. Mais non, ils sont restés parce qu'ils sentaient probablement de l'appartenance ici, puis ensuite ben, un devoir, tu sais, quelque chose à faire. Puis je trouve que c'est beaucoup la même ligne de pensée. Je trouve ça super intéressant. ouais, ben c'est sûr qu'il y a eu de l'élite qui est partie. Bon, on sait Vaudreuil, entre autres, là. Puis bon. Mais c'est ceux qui étaient enracinés hein, depuis longtemps, qui sont, pour la plupart, si c'est pas presque tous, restés en Amérique du Nord, dans la province of Québec. Ouais. Euh, donc, c'est ça, des sujets intéressants qui s'interrelient. Sinon, eh bien, il y a un article hein, qui est paru récemment
Ben oui, dans le versant du Mont-Bruno, on voit ici Réal qui a un buzz avec son livre, là, Le réflexe féodal. C'est le fun que ça fonctionne. Puis même, il parle de nous autres, c'est Ouais, vraiment ouais, c'est passionnant, là, c'est intéressant. cool. C'est intéressant. Puis bon, c'est un livre hein, que j'ai en ma possession. Puis justement, petite parenthèse, hein, comme je te disais l'autre fois par texto, j'ai découvert qu'un de mes ancêtres, Papineau, était le cousin de Joseph Papineau, père de Louis-Joseph, Ouais, quand fait que même. genre, ton ancêtre est le petit cousin de Louis-Joseph Papineau, où vous Ouais, avez le même arrière, arrière, ouais. arrière, arrière, en tout Le premier cas. Samuel Papineau qui est arrivé, là, Ah, bon, c'est un ancêtre commun là, avec Louis-Joseph. Ceci étant dit, passons à notre prochain sujet. Le mois passé, avec Paul Lavigne, on a parlé de l'histoire de Saint-Lazare, on a parlé des familles fondatrices. Aujourd'hui, on parle des premiers commerces de la ville. Question pour toi. Là, on parlait, tu sais, que les trains sont arrivés dans les années 1880. 1880, c'était les gros développements du train, mais c'était aussi l'époque du curé Labelle. Puis là, ça m'amène à une question avec le curé Labelle, parce qu'on avait déjà parlé avec un autre invité du curé Labelle, puis il y avait sa loterie, le curé Labelle, puis on a découvert que dans sa loterie, il faisait tirer un lot à Saint-Lazare. Qu'est-ce qui est Oui, arrivé en avec effet. ça? On connaît-tu le gagnant du lot de la loterie de curé Labelle? Alors, c'était un quand on a écrit le livre du 150e, on a dû passer 4 mois à faire des recherches auprès de la Société historique à Saint-Jérôme également, où est-ce que le curé Labelle Ouais. était, afin de savoir quel était ce lot-là, qui l'avait gagné, qu'est-ce qui s'était passé. Et finalement, qu'est-ce qu'on a appris, c'est que le lot n'a jamais été réclamé. Alors, le Ah, prix OK. gagnant de cette première loterie-là n'a jamais été gagné. Alors, on n'a pas pu savoir c'est quoi. Nos recherchistes nous indiquent que le lot était fort probable sur la côte Saint-Louis et il y OK. avait probablement amitié entre le premier curé qu'on avait ici à Saint-Lazare et le curé Labelle, qui probablement ont fait des études en même temps. Ouais. Alors, ils se connaissaient. Alors, c'est la seule raison qu'on a pu voir pourquoi est-ce qu'une loterie à Saint-Jérôme des Laurentides faisait tirer une terre ici à Saint-Lazare qui n'avait aucune raison. Alors, on a vu à ce moment-là que les deux curés ont dû se croiser soit pendant leurs études, soit pendant leur séminaire, ou en quelque part, à cause de leurs âges étaient relativement les Ouais. mêmes à ce moment-là. Alors, il y avait des affinités, mais à savoir exactement d'où c'était, on n'a jamais su. Mais non, on a essayé de chercher et on n'a jamais trouvé c'était quel lot exactement, où est-ce qu'il se situait. Mais en effet, tu as raison, c'était bel et bien un lot qui n'a jamais été réclamé sur cette première loterie-là du curé Labelle. Fait que là, il y a un dude à quelque part en 1885 qui a gagné une terre à Saint-Lazare puis qui n'a jamais déménagé. Ouais. Et une Il a terre manqué avec une quelque chose. maison. Ouais, la Ouais, terre ouais. avec une maison et les dépendances. Alors, tout était déjà là, prête à être emménagé et tout. Et c'était le Grand Prix. Alors, les gens achetaient des billets pour ce prix-là. Et puis Et lui, non, il l'a pas pris. non. Et puis, on a Ouais, il a manqué cherché quelque dans chose, les... hein, parce que c'était un beau coin de pays. Oui, définitivement. Puis les terres sur la côte Saint-Louis sont super, là, tu sais. Fait qu'on on se doute fort bien que c'était celle-là, mais bon, ça c'est pas Le terrain matérialisé. au complet, maintenant, ça vaut combien à peu près? Oh mon C'est Dieu, pas. c'est dans les quelques millions maintenant, plusieurs millions. Tu parlais tantôt là, de la qualité de l'eau à Saint-Lazare. Je ne sais pas si tu peux nous en parler, mais moi, quand je faisais des recherches sur Saint-Lazare, j'étais tombé sur un article là, qui disait qu'il y avait eu des conflits entre les gens de Saint-Lazare et ceux de Vaudreuil par rapport à un aqueduc. C'est-tu quelque chose que tu as fait un peu plus de recherche ou que tu as trouvé des informations dessus? Ben, retournons en arrière. Il y a eu le Suburban Water Company qui ont décidé on peut faire le commerce de l'eau de Saint-Lazare dans le début du 20e siècle. Alors, l'eau était tellement de bonne qualité et assez abondante qu'ils ont installé des tuyaux d'égout en bois, des tuyaux de 12 pouces, jusqu'à Vaudreuil. Ils ont traversé la rivière des Outaouais et approvisionnaient le West End de Montréal, c'est-à-dire Pierrefonds, Pointe-Claire, etc., avec l'eau de Saint-Lazare à ce moment-là. Alors, comme les tuyaux traversaient Vaudreuil à ce moment-là, on desservait également la population de Vaudreuil et de Dorion dans ce temps-là, si on veut, là, en fait, d'eau potable. Et encore aujourd'hui, on retrouve à certains endroits
ces tuyaux d'égout-là en bois, Les originaux, conduites de bois sont encore bonnes. sont encore relativement bonnes. On a, même la Société historique en a pris un bout. On a changé dernièrement dans le bout de la station de train, l'ancienne gare de train, si on veut. On a modernisé à ce moment-là. Et on a un bout de 4 pieds des égouts qui étaient utilisés au début des années 1900 à ce moment-là. Tout goudronné à l'intérieur, puis je veux dire, absolument étanche aujourd'hui encore, là, près de 90 ans plus tard. Là. Mais il y a encore des égouts à Saint-Lazare qui utilisent ce réseau-là de bois là, qu'on a trouvé. Là. On espère que ce sont les derniers là, à ce moment-là, mais c'est quand même incroyable là, que ça a persisté pendant toutes ces années-là. Mais encore aujourd'hui, la qualité de l'eau à Saint-Lazare est exceptionnelle. Dans la là à Montréal, ils installent des conduites modernes, ça n'arrête pas de péter. Oui, ouais. Faudrait revenir en bois traité comme avant. Tu parlais tantôt d'une lente progression, là, comment que ça se passe entre la création, la fondation de la paroisse, puis, disons, la Première Guerre mondiale, les années folles, là, au niveau là, tant économique qu'au niveau de la croissance de la population. Pas grand-chose, c'était relativement stable pendant les premiers 20-25 ans. On parlait d'une population de 1300-1500 personnes lors de la création de la ville. On est peut-être rendu à 2200-2400 personnes dans le temps de la Première Guerre mondiale. Fait qu'il n'y a vraiment pas de développement tant que ça qui se font. On perd un soldat ici de Saint-Lazare. On parle de peut-être une douzaine de Lazarois qui ont combattu dans la Première Guerre mondiale. Peut-être un peu plus d'impact avec la Grande Dépression. On avait la ville à ce moment-là était responsable de ce qu'on appelait à ce temps-là les pauvres. Fait que la ville s'occupait des gens plus défavorisés avec des coupons de nourriture, l'entraide entre voisins, etc. On allait aider ceux qui en avaient besoin le plus. Comme qu'on était une ville hautement agricole, il n'y a pas eu d'usine, il n'y a pas eu de grosses compagnie ici qui a eu de la misère dans ce temps-là. On avait quand même des gens qui travaillaient dans des usines dans la région, que ce soit à Vaudreuil, que ce soit à Montréal, ou etc., qui, eux, ont senti l'impact un peu de la dépression dans ce sens-là, ou est-ce qu'on a eu un peu plus? Là? Les gens avaient moins d'argent, qui fait que, point de vue agriculteur, c'était plus difficile de vendre ce qu'on récoltait à profit, etc. Fait que, somme toute, on s'en est relativement bien sorti, mais on a quand même des preuves, surtout dans quand on lit les relevés du conseil municipal, l'aide qui est octroyée à droite et à gauche, les crédits que les magasins généraux offraient aux gens, c'est-à-dire les lignes de crédit, etc., qu'on permettait aux gens de dépenser, qui malheureusement ont créé la faillite de quelques-uns de nos hôteliers, puis nos gens étaient un petit peu trop généreux, puis on pensait que c'était pour le faire, puis ça s'est pas fonctionné. Mais non, encore là, comme tu dis, le développement s'est fait tellement lent ici, point de vue de population, qu'on voyait pas beaucoup les grands événements mondiaux venir nous impacter ici dans ce temps-là, tant que ça. C'est un peu plus autonome vu que c'était agricole. Là, tu parlais que certains hôteliers qui ont eu des problèmes financiers avec ça, mais parce qu'il y a eu la Première Guerre, il y a eu ensuite la Grande Dépression. Est-ce que les entreprises qui étaient installées, quelles entreprises étaient à Saint-Lazare? Est-ce qu'il y en a qui ont perduré dans le temps, qui sont encore présentes aujourd'hui? Le magasin de meubles, M. Denis et Fils, est encore présent. Alors lui, c'était le premier magasin de meubles qu'on avait situé dans le village à Saint-Lazare. Ils sont encore présents aujourd'hui. Après, mon Dieu, je pense qu'ils ont fêté 80 ou 90 ans dernièrement. Mon kit de salon, il vient de là. Bon, tu vois. L'hôtel Lavigne. Alors, si on revient un peu, Jean-Baptiste Poudrette-dit-Lavigne, un de ses fils, Napoléon, avait 2 commerces ici à Saint-Lazare. Un, le moulin à bois, qui était situé sur la section Lotte-Binière. Et on avait l'hôtel Général. Alors, lui, il avait acheté aux alentours de 1912, le magasin général, l'hôtel général à ce moment-là, l'hôtel Saint-Lazare, et il en a fait l'hôtel Lavigne, qui a perduré jusqu'en 1935. 1935, il a vendu son commerce à un certain M. Chartrand, qui est devenu aujourd'hui l'hôtel chez Maurice, comme qu'on connaît aujourd'hui, le bar chez Maurice, était le magasin général.
C'est ça. Alors, M. Chartrand, lui, c'était le magasin général, c'était l'hôtel éventuellement. Son fils, Maurice Chartrand, en a fait un club, un restaurant, un club de musique dans les années 40, 50, 60. Et par la suite, Richard, son fils, l'a poussé à d'autres niveaux dans les années 70, 80. Et là, aujourd'hui, ben, la réputation n'est pas... on connaît tous la réputation de chez Maurice aujourd'hui comme club de musique et comme organisateur d'événements qui Richard est. Alors, ce bâtiment-là, originalement, était le premier hôtel du village et le premier magasin général qui a commencé aux alentours, au tournant du siècle, 1902-1903, et qui est appartenu par Napoléon Lavigne avant d'arriver au Chartrand à ce moment-là. Fait que c'est vraiment les deux commerces. Ça des 50, ces affaires-là. C'est beau, c'est fait savoir. Oui, en effet, c'est une belle... on peut pas dire qu'on voit beaucoup le magasin original. Là. Si on voit la photo originale de qu'est-ce qu'il y avait, ça a été transformé tellement de temps, mais c'est intéressant quand à chaque fois que je vais chez Maurice, je regarde un peu à l'intérieur, je peux dire, mon Dieu, mon grand-oncle qui était ici, puis exploitait ça pendant un certain temps. Fait que c'est intéressant. C'est le fun. On parlait du bar chez Maurice tantôt, qui a eu une influence là, certaine là, sur la scène économique et culturelle là, de Saint-Lazare. Est-ce qu'il y a des événements qui ont organisé, là, qui ont marqué là, la ville? Bon point. Je m'en souviens de deux, ou pas personnellement, mais par nos recherches. En 1975, on célébrait le 100e anniversaire de Saint-Lazare et Richard, qui était tout jeune, Richard Chartrand, qui était tout jeune à ce moment-là, venait de sortir de ses études à l'École nationale du théâtre, etc. Alors, Richard a une formation quand même et il avait travaillé à Montréal à l'organisation des spectacles, voulait organiser un spectacle envergure pour le 100e anniversaire. Alors, on décide d'organiser un méga spectacle dans ce qu'on appelait les pits de sable à Saint-Lazare, qui était à l'est. Les pits de sable. Pits de sable. Fait que c'était une carrière de sable. Alors, Richard disait, c'est parfait, on va être capable d'accueillir 2-3 000 personnes. Les gens vont être dans le creux, le son de la musique va être correct, on va être loin de la population, tout le monde va être content. Alors, on organise un méga spectacle avec 3 groupes de musique, dont Manège, le groupe Octobre avec Pierre Flynn et Offenbach. Quand même. Oui. Alors, on fait des gros canons, on fait de la publicité un peu partout. Dans ce temps-là, la ville de Saint-Lazare, on parlait de 5 000 habitants en 75. C'était 5 000, 6 000. On accueille de 10 à 12 000 personnes ce soir-là. Bien qu'on avait de la sécurité en place, le monde rentrait de partout, ça grimpait par-dessus les dunes de sable, on a perdu le contrôle, etc. Un peu comme Woodstock, finalement. Exactement, le Woodstock de Saint-Lazare. Alors, le spectacle a commencé à 9h. Offenbach sont embarqués sur scène vers minuit le soir. Ils ont joué jusqu'à 2h du matin. Le lendemain matin, il y avait des gens qui dormaient partout dans le pit de sable. C'était, écoute, phénoménal. On en parle encore aujourd'hui. Les gens qui ont 70 ans ou 65 ans et plus se souviennent absolument de ce spectacle-là. Puis quand j'ai écrit le livre du 150e, j'ai écrit à Pierre Flynn pour savoir, son option, Pierre s'il se souvenait. Non seulement est-ce qu'il se souvenait de Saint-Lazare, il m'a envoyé des photos de ce spectacle-là qu'on a dans le livre du 150e, et il y a des très bons souvenirs de Saint-Lazare, comme quoi que ça avait été une fête incroyable ce soir-là, puis il s'en souvient encore 50 ans plus tard. Alors, c'est bien. Deuxième chose... C'est quand même impressionnant, parce que quand ils ont proposé ça, aller jouer dans des pits de sable, ça devait pas être trop tentant. Non, en effet. Puis la logistique de les génératrices, la scène, les lumières, tu sais. Puis Richard me disait, il annonçait de la pluie, là, le matin même, est-ce qu'on cancelle, qu'est-ce qu'on fait? Puis il avait dit, garde, qu'il fasse beau, qu'il pleut, on y va avec le spectacle, on va de l'avant. Puis finalement, à 2h l'après-midi, le soleil est sorti, c'était une soirée incroyable. Puis encore aujourd'hui, les gens s'en souviennent. Fait que c'est un beau show. Richard aussi organisait les fêtes de la Saint-Jean. Fait que des années 80-90, dans le parc Bédard, à côté. Je suis déjà allé. Chez Maurice. Alors encore aujourd'hui, les gens parlaient de ça et on voit dans les annonces des journaux des années à ce moment-là, les groupes qui venaient jouer. Alors la première fois, on fêtait la Saint-Jean uniquement. Couple d'années après, on fêtait le vendredi, le samedi. Et éventuellement, c'était rendu sur 3-4 jours, 12-13 groupes de musique, etc. Et on avait du 12, 13, 15 000 personnes, des gens qui venaient de Montréal, de partout, pour les fêtes de la Saint-Jean. Et à un moment donné, ça a pris des proportions là, hors proportion
proportion, là, où est-ce qu'il y avait tellement de gens, veut pas, là, et le grabuge en ville, etc. Alors, le conseil municipal a mis fin à ça dans le milieu des années 90, au grand détriment des jeunes et d'un peu plus vieux qui venaient vraiment fêter la Saint-Jean. Les gens venaient d'aussi loin que Laval, puis au nord de Montréal, pour venir fêter la Saint-Jean à Saint-Lazare. C'était l'endroit à se faire à ce moment-là. Fait que, comme on dit, les gens se souviennent très bien des fêtes de Saint-Jean ici, et c'est un beau souvenir. Et peut-être un jour, on va être capable de reproduire ça, là, puis faire une belle fête de Saint-Jean là, pendant une couple de jours, puis essayer de revivre ces moments-là. Héritage, parlons ancêtres, autour d'un feu, les voix du passé. Vivement en nous, de Québec à Trois-Rivières, voyons cet héritage qu'on porte en nous. Écoutez nos histoires. Ouais, ben moi, je pourrais parler là, durant des heures là, de chez Maurice. Hein? Je pense que c'est toi avec Yann, hein? Tu as eu. Ouais, c'était comme la place là, dans la région où est-ce qu'on a grandi là, quand tu étais ado. Moi, j'étais surpris d'apprendre que c'est comme. Je savais que chez Maurice, ça avait déjà été une auberge, mais je n'avais pas deviné que ça avait appartenu à ses ancêtres. Mais effectivement, c'est comme la place là. Tous les groupes là, puis les humoristes qu'on connaît qui sont populaires ont déjà joué, chanté, whatever, chez Maurice. José Hood, c'est n'importe quoi. Là, tes noms, là, chez Maurice est fort sur les spectacles, même si c'est dans un petit patelin. On est allé pour les soirées de l'humour, on est allé pour les parties de fête. Moi, j'ai déjà une de mes amies qui chantait pendant mon party de fête. J'étais comme, qu'est-ce qu'il fait là? C'est assez particulier. Je suis sûr que c'est la même chose pour toi. Ouais, surtout des Saint-Jean aussi, hein, Ouais. chez Maurice et au Parc Bédard, là, il y en a certaines qui ont été mémorables là, dans les années 90, avant là, Avant qu'il en fasse que plus. qu'il n'en fasse plus puis que ça se passe à Vaudreuil. On a parlé hein, du curé Labelle durant la portion avec Paul Lavigne sur Saint-Lazare. On sait que le curé Labelle a eu une très, très grande influence dans le développement des régions. Puis c'est ce qu'on s'en va parler avec Philippe à l'instant. Ça va amener, hein, on parlait de l'Exode, puis l'Exode, ben, on veut faire un rapatriement des Canadiens français à un certain moment donné. C'est aussi hein, le résultat hein, de la rébellion des Patriotes. On n'avait pas assez de terre, puis là, on voulait ouvrir des régions, on voulait ouvrir plus de terre, mais c'était difficile à atteindre. On pense au Saguenay ou au lac Saint-Jean. Là, c'était des endroits assez enclavés. Mais là, l'arrivée du train va changer la donne. Là. Ça va faire en sorte qu'on va pouvoir prendre une expansion vers le nord. Là. Si tu pourrais peut-être nous parler un peu là, de l'expansion des régions à cette époque-là. Écoute, l'expansion des régions commence évidemment avant qu'on étende le réseau de voies ferrées comme qu'est-ce qu'on va connaître plus tard. Mais dès le moment où on ouvre les régions de colonisation, l'idée du train est généralement, elle suit de quelques années d'avoir un train pour cette région-là. Le plus bel exemple, c'est ma région préférée, les Laurentides. À partir des années 1840, il y a des gens qui s'investissent à coloniser. Aujourd'hui, c'est un peu dans les Basses-Laurentides, mais par exemple, la région de la ville de Saint-Sauveur ou de Sainte-Adèle. À ce moment-là, ce n'est pas le curé Antoine Labelle qui fait ça, mais un certain Augustin Norbert Morin qui a participé aux rébellions patriotes, c'est l'auteur des 92 résolutions. C'est quelqu'un impliqué politiquement, puis qui est au fait aussi des nouveautés technologiques parce que ce cher monsieur-là, en plus de participer à ouvrir des nouvelles régions, se dit assez rapidement que ça prendrait un chemin dans le fond, un chemin à lisse de bois, ce que je vous expliquais, donc les rails sont en bois, pour les Laurentides. Ce monsieur-là se dit il en faut un pour justement accélérer, empêcher l'exode, mais aussi permettre des déplacements plus faciles dans une région qui, à ce moment-là, est considérée comme très reculée. Ça ne sera pas étranger. C'était pas facile, là, sans route, aller là-bas, ça ne devait pas être le fun. Effectivement, apparemment que c'est une aventure qui n'est pas très agréable. Il y a énormément d'obstacles naturels, puis il n'y a tellement pas beaucoup de population qu'il n'y a pas vraiment de villages que j'appellerais des relais entre eux.
Par contre, ça va prendre du temps dans ces régions-là avant que le train arrive c'est des contraintes généralement financières. Les gens ne veulent pas investir de l'argent sans que ça rapporte. Fait que ça n'empêche pas qu'il va y avoir la colonisation des régions comme justement le Saguenay-Lac-Saint-Jean ou des Laurentides, mais le train va suivre la colonisation plutôt que la précéder. Et puis, une autre région de colonisation qui va venir au 20e siècle, c'est l'Abitibi. Et là encore, oui, il va y avoir des gens qui vont s'établir avant que le train s'y rende, mais c'est sûr que dans les deux cas, le train va avoir un impact sur la colonisation. Même dans les trois cas, ça va avoir un impact sur la colonisation parce que ça va l'accélérer. Puis généralement, l'arrivée du train, ça a un impact assez immédiat. Dans les premières années qu'un train arrive dans une ville, d'habitude, la population double. Ouais. Les industries suivent. Quand on sait qu'un village, tu ne construis pas juste ça autour d'une église, des agriculteurs. Ouais, ça prend de la job. Un gars comme le curé Labelle, c'est une des raisons pourquoi il tenait absolument à la voie ferrée. Curé Labelle, là, c'est pas compliqué. Lui, il regardait ce qui se faisait aux États-Unis, puis il dit on est capable de faire ça ici au Québec. Puis il disait tout le temps on n'a pas colonisé les États-Unis en charrette. Ça me prend un train. Essentiellement, les compagnies de chemin de fer s'installaient dès que ça commençait à avoir l'air d'être peut-être rentable. Et Puis, généralement. un causait l'autre, étant donné qu'il y a un chemin de fer, il y avait des gens, donc ça devenait rentable. Dans le sens qu'il aurait pu le faire avant, puis ça aurait été rentable, sauf que le monde ne s'investissait pas parce qu'il y avait un risque. Ça coûte énormément d'argent développer un chemin de fer. Les compagnies, on les comprend, ne veulent pas sortir de l'argent sans des garanties que ça va être rentable. Fait que généralement, comment que ça se passait au Québec, la construction d'une voie ferrée dans ces régions-là, c'est qu'il faut que les villes puis le gouvernement ramassent de l'argent, construisent la voie ferrée, puis une fois qu'elle est construite, il y a une compagnie qui va s'intéresser à ça. Ce qui fait qu'au 19e siècle, il n'y a pas encore deux grandes compagnies au Canada comme aujourd'hui. Il n'y a pas le Canadien. Le Canadien national n'existe pas. C'est une multitude. Quand, ça? C'est arrivé en 1918. Mais à ce moment-là, le Canadien Pacifique aussi, à peu près, un peu avant ça. Non, bien avant. Le Canadien Pacifique est créé en 1881. Puis, disons que le moment où c'est vraiment officiel, le projet du Canadien Pacifique, c'est d'unir les deux côtes, les deux océans du Canada. D'où son nom, hein, Canadien Pacifique, puis ça rentre jusqu'en Colombie-Britannique. Puis ça, c'est en 1885. Puis ça va devenir une grosse compagnie à partir de ce moment-là. Mais elle a différents concurrents qui sont tous plus ou moins des petits joueurs, mais généralement, construire un chemin de fer, comme je disais, ben, chaque ville sur le tracé où ce que ça va passer met de l'argent dans une cagnotte, le gouvernement met de l'argent. C'est ce qui est arrivé dans les Laurentides. Pour le fameux petit train du Nord, ben, il a fallu faire des campagnes de financement pour faire en sorte qu'on construise finalement un train. Puis Curé Labelle, à chaque fois, il fallait qu'il se démène pour vanter le fait que son projet va être utile parce que les compagnies n'avaient pas d'intérêt à faire ça. Puis une fois que ça a été construit, ça a été racheté tout de suite par le Canadien Pacifique. Puis, évidemment, le projet est devenu rentable quelques années plus tard. On parle de la Confédération. Est-ce que ça a un impact là, sur le développement de la région de Montréal? Oui, parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, Montréal, c'est le point central de tous les réseaux de chemin de fer du Canada à ce moment-là. C'est aussi l'endroit où ça a commencé d'une certaine manière. Et donc, Montréal étant un peu, c'est pas la capitale politique, mais c'est la capitale, donc la métropole. La métropole économique, ouais. La métropole économique du Canada à ce moment-là. Et donc, l'impact de la Confédération, c'est qu'on vient juste confirmer que c'est l'endroit central où il va y avoir les grands réseaux de chemin de fer et les grandes gares, parce que la Confédération, je le disais, elle amène la promesse de la construction d'un chemin de fer qui relierait chaque province qui va se joindre à la Confédération. Il faut savoir qu'il en existe deux chemins de fer. D'abord, il y a le Canadien Pacifique, qui est l'exemple le plus célèbre à cause de sa construction, le temps que ça l'a pris, les défis qu'il fallait relever, comme par exemple dans les montagnes rocheuses. Mais il existe aussi l'autre chemin de fer qui va être intégré plus tard dans le Canadien national, puis ça s'appelle le chemin de fer intercolonial. L'intercolonial, lui, relie l'Ontario, le Québec, les deux provinces des Maritimes. Quand il y a eu les conférences qui ont précédé la Confédération en 1867, c'est un des sujets de discussion et il n'était pas question qu'on intègre la nouvelle entité
sans la promesse d'avoir un chemin de fer qui relie tout ce monde-là ensemble, parce que le but, c'était de créer une unité. Tu sais, à ce moment-là, le Québec, le Canada, c'est une colonie britannique qui paraît pas vraiment unie. Puis au sud, on a des voisins américains qui sont assez turbulents dans ces années-là. Et pour contrer la menace d'annexion, le chemin de fer, c'était une des façons les plus efficaces qu'on a trouvées. Je pense que je reviens un petit peu dans le temps, je ne suis pas sûr des années, mais au Québec, il n'y a pas juste sa terre ferme là, qu'on fait des rails. On est à peu près dans les mêmes années. C'est vrai, il y a quelque chose d'assez inusité qui, encore aujourd'hui, quand on en parle, ça fascine les gens. C'est le pont de glace. On a fait traverser entre Montréal et la Rive-Sud pendant 3 hivers une voie ferrée. La raison Sur de la glace. Sur de la glace, oui. À ce moment-là, à partir du mois de janvier, la glace, évidemment, on s'assurait que c'était assez épais avant de faire ça. Tantôt, je vous ai parlé du Grand Tronc, qui avait le pont Victoria. Le pont Victoria, c'est le premier, puis c'est le seul lien ferroviaire pendant très longtemps entre Montréal et la Rive-Sud. Mais il existe d'autres compagnies. Par exemple, la compagnie qui exploite le petit train du Nord dans les Laurentides à ce moment-là, c'est la Québec, Montreal, Ottawa and Occidental, qui va être intégrée dans le Canadien Pacifique plus tard. Mais cette compagnie-là, elle a des voies ferrées ailleurs que dans les Laurentides. Puis là, elle aimerait ça faire passer ses voies ferrées sur la rive sud de Montréal. Malheureusement, la seule option qu'elle a, c'est d'emprunter le pont Victoria. Puis comme c'est pas sa propriété, il faut qu'elle acquiert un droit. C'est ça. Et donc, vient l'idée, pour éviter ce problème-là, pendant que l'hiver, on a une glace qui est assez solide, parce qu'on faisait déjà un pont de glace sur le fleuve Saint-Laurent à cet endroit-là. Un pont de glace, c'est un chemin qu'on ouvre, que les gens à Carriole, à ce moment-là, empruntent, puis peuvent se déplacer. Puis, généralement, c'est entre janvier puis mars. Et donc, quand la glace est assez épaisse, pour pas que ça coule. Oui. En 1880, la QMONO vient avec cette idée-là de faire traverser le train sur la glace du fleuve Saint-Laurent. Et puis, ça va durer quelques années, puis ça va être abandonné quand le Canadien Pacifique va racheter la compagnie, parce qu'il faut savoir que c'est très complexe. Ça ne fonctionne pas tout le temps. Je sais qu'il y a une année que ça ne marchera pas. Le train va tomber dans l'eau, puis... tu sais, c'est quand même... Quoi? Il installe des rails sur la glace? Oui, au moment exactement. que là, c'est dur, il s'en sert pendant une coupe de bois, puis quand ça commence à être mou, il défonce ça? Oui, on défait ça. J'imagine qu'on a le temps de voir. Oui, j'imagine qu'on a le temps de voir venir la fonte des glaces, fait que ça permet de sortir l'équipement, là. Mais oui, ça leur tentait. C'est quand même inusité là, d'utiliser la glace pour faire traverser le train. Là. Ça ne s'est pas vu ailleurs, ça. Là, le reste de l'année, tu as des rails qui mènent au bord de l'eau, genre? Je pense que oui, à ce moment-là, ils faisaient ça en 2 gares, là. Fait que tu avais comme déjà des accès qui étaient prévus probablement. Ouais, c'est spécial. Ouais. Ça prend bien du monde qui vivent dans l'hiver pour réussir à penser à ça. Ouais. Parlant d'hiver, puis pour revenir aux régions, on a parlé des Laurentides, mais si tu pourrais nous parler des autres régions qui vont commencer à se développer à cause du train, vers quelles années environ? Si je pense, mettons, à la Nadière, je pense au lac Saint-Jean. C'est quand même assez tôt, le lac Saint-Jean. Là. Oui, ben en fait, au Québec, le train, la période où on construit des nouveaux tracés, là, c'est particulièrement entre 1870 puis 1920. Dans le cas de la Naudière, ça dépend des endroits. Je sais que Joliette a eu une première voie ferrée en 1850, dans le même principe que ce que je vous ai expliqué, comme entre la Prairie et Saint-Jean. C'est un projet qui ne va pas durer très longtemps. Puis qu'un peu plus tard, ben, par exemple, on va relier Montréal à Québec en 1879 par le Canadien Pacifique. Ben, à ce moment-là, c'est Québec, Montréal, Ottawa et Occidental. Cette voie ferrée-là qui fait la jonction à Laval, qui est reliée à la voie ferrée qui monte dans les Laurentides, qui s'arrête à Saint-Jérôme en 1876. Puis du côté de Gatineau puis Ottawa, donc Hull à l'époque, c'est en 1877 qu'on relie Montréal avec cet endroit-là. À partir de cette voie ferrée-là, il va y avoir plusieurs embranchements. Je sais que pour ce qui est du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à partir des années 1880, on commence à construire la voie ferrée vers le nord, à partir de Québec, puis qu'on va atteindre Roberval en 1890 et Chicoutimi en 1893. Après ça, on va étendre la voie ferrée un petit peu plus loin autour du lac,
Ça va prendre quelques années. Ça va être seulement à partir de 1927 que Dolbeau, qui je pense c'est le point le plus au nord, là, au lac, Ouais. là, va être relié au sud de la province. Mais quand même, dans les années 1890, qu'on soit déjà rendu là, c'est ce qui se voit ailleurs. Parce que si je me tourne du côté de la Gaspésie, c'est seulement dans les années 1900 que la voie ferrée, 1907 pour Port-Daniel, où il y a la cimenterie, puis 1911 pour Gaspé, que le train arrive à cet endroit-là. Alors que là, ben, vu la proximité avec les lignes, le chemin de fer intercolonial qu'on a promis aux provinces maritimes arrive à Matapédia en 1876. Puis du côté de l'Abitibi-Témiscamingue, qui est une région de colonisation, ça va prendre plus de temps avant qu'on monte là. Généralement, c'est après les années 1900. Mais en 1914, il y a une première voie ferrée qui relie le sud du Québec à partir de la Mauricie, OK. qui passe par Parent, Sainte-Terre, etc. Puis du côté du Témiscamingue, donc on est plus du côté de l'Ontario, Ouais. ça va faire beaucoup des chicanes pour savoir c'est qui amène la voie ferrée là, parce que généralement, les voies ferrées qui existent dans les années 1920 partent de l'Ontario. OK. Ouais. Puis, tu sais, même encore aujourd'hui, quand on regarde ça par la route, pour certains, c'est beaucoup plus facile de passer par la province ontarienne que de passer par le Québec pour se rendre au Témiscamingue. Puis pendant longtemps, ça va être le cas. Ouais, même des fois, pour aller moins loin que ça, on a On des passe. autoroutes, c'est ça, on passe par l'Ontario puis on revient. Exact. Pour ceux qui étaient déjà à Saint-Jérôme avant que le train arrive, comment est-ce qu'ils voient ça, nos ancêtres, là, comment est-ce qu'ils voient l'arrivée du train, le bruit, comment ça change leur vie? Écoute, moi, c'est une expérience, j'aurais aimé ça connaître, me mettre à la place de ces gens-là, surtout des gens qui sont partis de Montréal avant que le train arrive, qui voient ça arriver pour la première fois. D'abord, il y en a certains qui ne savent pas c'est quoi. C'est un peu effrayant, ça fait du bruit, beaucoup de boucanes. Hein? La boucane, ça fascine les gens. Des braves voyageurs en terre de bois, ensemble au présent, guidés par le passé, d'en parlons ancêtres où tout a commencé. Ouais, ben, il y a juste nous autres pour faire ça. Ah oui, hey, faire un train, tu sais, on connaît les ponts de glace déjà quand on parle à des gens qui ne sont pas canadiens. Le concept de pont de glace, de traverser un lac sur la glace, c'est bizarre, mais faire ça avec un train, il faut être un peu crackpot. Quand même. Si vous voulez engager Philippe Aubry pour une conférence, n'hésitez pas à communiquer avec lui par sa page Histoire d'un art sur Facebook, ou encore, si vous voulez l'encourager ou vous voulez vous instruire sur l'histoire des Laurentides, n'hésitez pas à aller visionner son contenu. La dernière fois, Diane, tu nous expliquais dans les dossiers militaires, on parlait de la succession. Cette fois-ci, ben, où est-ce qu'il est allé? Puis on va avoir deux correspondances, là, un de son frère et un de sa sœur. Là, ici, c'est Verification Form War Service. Ça, c'est parce qu'il a été, c'est un document de décharge. Quand est-ce qu'il a été où? Au Canada, du 7 avril 41 au 20 août 41. Newfoundland, ça c'est Terre-Neuve, du 21 août 41 au 28, c'est en octobre 42. United Kingdom, en Angleterre, du 29 octobre 42 au 9 juin 44. Ensuite, Northwest Europe, en Europe, du 10 juin 44 au 25 juin 44. EIA, ça c'est un abrégé qui veut dire Killed in Action, ça veut dire mort au combat. Là, ici, on parle quelle médaille qui est éligible. L'étoile de 1939-45, le France and Germany Star, l'étoile France-Allemagne, la médaille de la défense, la médaille de la guerre, la médaille canadienne du service volontaire avec la broche olympique qui est sur le front. Là, tu as Estate Branch Inventory, la liste de ce qu'il possédait. On s'entend, il est sur le front, il n'y a pas grand-chose avec lui. Donc, un sweater, un chandail probablement en laine rouge, photo avec un frame, c'est probablement cette fiancée. Des photographies, une boîte de photographie, une boîte de lettres et de cartes pour le chandail, un autre sweater, un chandail de lettres probablement, un autre book qui prenait souvent des notes,
moi, j'ai retrouvé le calepin de notes de mon grand-père, où est-ce qu'il dit où est-ce qu'il s'est entraîné, où est-ce qu'il était avec les dents. C'est intéressant. Une écharpe, ça, je suis pas trop sûr. Putties, sais-tu ce que c'est, ça? Je Non. sais pas ce que c'est. Une cravate, Paul, je suis pas trop sûr. Kit bag, handle and lock, ça, c'est ça. Probablement le sac pour transporter ses effectifs. C'est l'ensemble de ce qu'il possédait. Ça a été validé par deux personnes, un général et un sergent, général Schwartz puis le sergent Graves, en janvier 45. À ce moment-là, il est encore considéré missing, mais on sait qu'il est décédé. Là. En novembre, on savait déjà qu'il était décédé. Ici, on a la distribution ils vont commencer à donner ce qu'il avait droit. Lui, il avait un salaire, puis on s'entend pendant que tu es sur le front, tu ne dépenses pas. Là. Souvent, les soldats revenaient avec quand même une somme d'argent intéressante. Ce qui a amené à une espèce de boom économique là, après la Deuxième Guerre mondiale, puisque, comme tu disais, il n'y a personne qui avait le temps de dépenser de l'argent, là, fait qu'ils l'accumulaient, puis ils ont pu la dépenser au retour. Il y en avait un peu quand ils partaient en permission, souvent il y avait un peu de cash avec eux autres, là, mais essentiellement, le salaire n'était pas, ils ne transportaient pas le cash avec eux autres. Fait que là, il y avait sa fiancée, Lucienne Rousseau, de la rue Prospect, elle a 88 ici. C'est tout ce qu'on a sur cette page-là. On se souvient qu'il lui avait légué 100 Je présume qu'il y a d'autres choses qui vont y arriver avec elle. Là, t'en as un autre. Là, ici, on a sa fiancée, Lucienne Rousseau, 11,94. Si on met les deux ensemble, on se retrouve à 100 Voilà. Edgar Lachance, 560,49. 560 pièces en 1945. C'est quand même une somme pas trop petite. Là. Ici, tu en as un autre. Edgar Lachance. Là, il y avait encore déménagé, je peux dire, parce qu'il s'est marqué sur la rue Ball, 75A Ball Street, Sherbrooke. 71 et 77. Là, le Last Pay Certificate, parce qu'éventuellement, quand tu quittes l'armée, tu vas avoir ta dernière paye, celle qui ferme ton dossier. Il y avait 31 jours avec un salaire, le cash effectif, des fines, fait que je présume qu'il y avait quelque chose à payer pour une quelconque raison. Le total, c'était 214 Sit the above statement have been compiled from Treasury Record, the latest paybook not being available. Son dernier livre de paie n'était pas disponible, donc ça avait été comptabilité par le département du Trésor. Ils ont arrêté en date de novembre 44. Bon, ici, j'ai su la fin de ce truc-là. Ça ici, c'est encore une lettre manuscrite qui nous vient de Edgar Lachance sur la rue Barre à Sherbrooke. C'est envoyé à Directors of Estate, Department of National Defense, donc le directeur des successions de la Défense nationale. Dernièrement, j'ai eu l'occasion de causer avec un aumônier de l'armée canadienne. Et je lui ai parlé de mon frère tué au combat. Il m'a dit que la preuve était le disque d'identité que les soldats portent sur eux. Alors, si vous étiez assez bon de me donner plus de renseignements sur ce sujet, vous m'obligeriez beaucoup. Voici le numéro de matricule de mon frère, Armand Lachance, D46974. Essentiellement, là, on est en juin 40. C'est un 5 ou un 7? 7. Je pense que c'est 47. Lui, il est en train de dire, bon, moi, j'ai parlé avec un aumônier, il m'explique que dans le fond, ce qu'on a fait pour identifier Armand, c'est qu'on a retrouvé le disque, qu'on appelle les dog tags. C'est porte sur eux un numéro d'identification. Tu vas avoir quelques informations sur son nom, son numéro de matricule. Souvent, tu vas avoir aussi son groupe sanguin parce que si tu n'es pas capable de parler, tu as besoin d'une transfusion sur le champ de bataille. C'est une façon de savoir. Puis quand tu te fais tuer, des fois, on va pouvoir te reconnaître, mais tu sais, il y a beaucoup de soldats, c'est pas tout le monde qui connaît tout le monde. Là. Souvent, c'est avec le dog tag, le disque d'identification qu'on va être capable d'identifier. Par contre, ce que ça ne nous dit pas, c'est à quel état ce qui était. Ils ont retrouvé un corps avec son disque, puis ils l'ont déclaré décédé. Ceux qui ont vu Saving Private Ryan, c'est le rôle de Tom Hanks, il ramasse les dog tags comme ça, puis il les met dans ses poches parce qu'il
C'est comme ça qu'on va pouvoir identifier. Mais tous les gens, quand ils sont morts, il en prend un, il met dans ses poches, l'autre, il laisse avec le corps. Là, ben, il sait qu'il va pouvoir avoir reporté ceux-là comme étant décédés. C'est ces disques d'identification-là. Là, on est en mai 1948. C'est une liste de Archelaus-Turgeon qui est envoyée, ici, quand on se dit, excuse, une lettre de Madame Archelaus-Turgeon. Là, c'est Archelaus-Turgeon, c'est sa femme, qui est sûrement la sœur de Gard. On s'envoie au ministère de la Défense nationale à Ottawa. Monsieur, je vous écris un mot à propos de mon frère Armand Lachance, qui s'est engagé volontairement à Lac-Mégantic au commencement de la guerre. Tout de suite, j'aime quand on écrit en français, souvent on écrit un français international, même si on parle un français régional. Là, je tiens à remarquer que la calligraphie de la dame ici, elle est excellente, c'est très facile à lire. Ouais. C'est quelqu'un qui est instruit. C'est pas quelqu'un qui a juste fait un an à l'école. Mais le français utilisé, c'est le français qui parlait à ce moment-là. Comme je dis, là, imagine, moi quand j'entends ça, c'est au commencement de la guerre, je repense à mes grands-oncles, grands-tantes, c'est avec un accent là, un peu estrie, boss, là. Et puis j'aime beaucoup ça, c'est vraiment suivi. Donc, on va faire la parenthèse, on va continuer. Donc, il s'est enrôlé au commencement de la guerre. Il devait avoir environ 18 ans. En fait, il avait 19. Donc, je voudrais savoir s'il est mort ou dans un hôpital ou encore s'il a été fait prisonnier allemand. Il appartenait au 27e régiment. Et vous trouverez ici inclus l'adresse qu'il me donna sur une de ces dernières lettres. Donc, s'il est mort, je voudrais avoir l'argent qui lui revenait. Je demande si vous auriez la bonté de me faire parvenir une lettre me disant ce qu'il est devenu. S'il n'est pas mort, mais quand même, il serait bien infirme et je voudrais savoir dans quel hôpital il se trouve. Donc, une réponse est attendue avec hâte, s'il vous plaît, car je suis sa sœur et voici mon adresse. Donc, on est rendu en 1948. Ouais. On s'entend, il y a eu la succession, là. Mais tu sais, avec peu d'informations, sa sœur, elle écrit au ministère en disant, qu'est-ce qu'il y a avec mon frère? Es-tu mort? Es-tu pas mort? Il reste-tu quelque chose? Es-tu infirme? Es-tu dans un hôpital? Fait qu'elle ne parlait pas à Edgar, là. Ben, c'est une grosse famille. On s'entend aussi la chance, il y en a qui sont allés aux États-Unis. Mais potentiellement, elle a peut-être parlé avec, peut-être qu'elle n'est pas sûre. Le reste est qu'elle veut savoir ce qui se passe puis qu'elle écrit au ministère de la Défense parce que l'information, même l'information qu'Edgar a eue, on sait qu'il est mort parce qu'ils ont trouvé son disque. Mais c'est tout. Là, c'est pas. Fait que là, on continue. Moi, ce que je trouve particulier avec ça, c'est que quand même, c'est une grosse famille, ils ne se fallait pas nécessairement une tonne, mais même à ça, plusieurs années après tu sais, entre on le déclare c'est perdu au combat, on le déclare décédé au combat, il y a la succession. Puis même après ça, tu sais, ben, dans le fond, il a été identifié par son dog tag, là, le collier d'identification, là. Même plusieurs années après, on dit ben là, il aurait été dans un cimetière. Les informations ne sont pas là. On penserait que tout est fait, tout est dit. C'est un temps de guerre. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui vont au front et qui ne reviennent pas. Ils ont beaucoup de dossiers, puis il n'y a pas beaucoup d'informations. Puis l'information, elle ne se déplace pas comme maintenant. Puis, ben, c'est ça, encore comme 7 ans après, là, ils sont encore en train de se poser des questions. C'est malade. C'est vraiment... Ouais, quand même. Là. Puis, on peut s'imaginer qu'il y en a peut-être qui ont été retrouvés, que finalement, ils pensaient peut-être décédés. Ah, c'est ça, c'est particulier parce que, il y en a plein qui sont partis au combat, qui sont pas revenus. Puis des fois, on n'a pas retrouvé leur corps. S'il n'y a pas le docteur, puis ben, ils sont juste missing in action là, dans le terme militaire anglais, puis ils sont juste pas là. Puis encore, maintenant, là, 2023, 2024, 2025, les affaires des vétérans identifient, puis ils vont resacraliser des pierres tombales pour des soldats de la Deuxième Guerre qui ont été identifiés après 80 ans. Puis là, ben, ils vont dire, OK, ben, on a réussi à identifier cette personne-là, souvent avec toutes sortes de méthodologies, mais pendant 80 ans, ces personnes-là étaient comme missing in action. Il y en a qui sont revenus parce qu'ils n'étaient pas vraiment morts, mais il y en a qui n'ont juste jamais été retrouvés.
Imagines-tu les parents de cette personne-là qui est morte, qui ont passé toute leur vie à ne pas savoir si un jour il ne va pas juste revenir, ou si tu es un prisonnier quelque part en Allemagne, puis qu'on ne sait pas trop, ou au Japon, whatever. Tu sais. C'est particulier, là. C'est des gros drames familiaux. Triste époque. Parlant de triste époque, bon, pas dans le même domaine, mais allons dans le monde du Canadien, où est-ce que Triste la époque. première saison était assez triste, très laborieux comme début de saison. Est-ce qu'on va finalement avoir une deuxième victoire pour terminer la saison? C'est ce qu'on vous présente à l'instant. En ce mois de mars 1910 dans l'histoire du Canadien, la saison tire à sa fin. Des champions de la Coupe Stanley et tout plein d'autres petites nouvelles dans le monde du hockey. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la revue de presse du Canadien de Montréal du mois de mars 1910, une présentation de Raconte-moi mes ancêtres. On se souvient que les débuts du Canadien sont assez laborieux. En plus d'être laborieux, on se souvient que M. O'Brien, propriétaire du Haileybury, Cobalt, Renfrew et le Canadien, a décidé au milieu février de transférer la loan au Renfrew, son équipe qui avait le plus de chances de gagner la Coupe Stanley. Évidemment, les équipes n'appartenant pas à M. O'Brien vont protester. Protest qui, selon le devoir du 1er mars, tombe à l'eau. Le 2 mars, on se souvient que le Canadien était allé affronter le Chicoutimi dans un match exhibition en février. Eh bien, Jack avouera qu'avec lui et Pitre à la défense, le Chicoutimi aurait tout pour battre les meilleurs de la Ligue. Si le Canadien n'a aucune chance de remporter la Coupe Stanley, pour le Wanderers, c'est tout autre chose puisqu'il lutte en tête avec le Ottawa. C'est ce qui attire l'attention en début mars, parce que le prochain match à Ottawa déterminera le champion de la saison, et par le fait même, le champion de la Coupe Stanley. Faut savoir que depuis 1904, c'est probablement la plus grande rivalité que le hockey a connue jusqu'à présent. Match qui sera remporté par le Wanderers, qui ramène la Coupe à Montréal. Le 8 mars, il ne se passe pas grand-chose, outre le fait qu'on apprend que Jack arbitrera le prochain match entre le Cobalt et le Shamrock. Le 9 mars, la saison tire déjà à sa fin. 2 matchs à jouer pour le Canadien, dont celui de ce soir où ils affronteront les champions du monde, les Wanderers. Match rude qui sera remporté par les détenteurs de la Coupe Stanley. Le 11 mars est le dernier match de la saison pour le Canadien, où ils affronteront les Shamrock. Le Canadien va terminer sa première saison avec une victoire de 5-4, totalisant ainsi 2 victoires et 10 défaites. Le Journal du Canada nous offre un tableau intéressant, soit la liste des parties jouées et les résultats dans la National Hockey Association pour la saison 1910. La patrie du 15 mars nous offre une belle photo du trophée O'Brien, remis aux champions de la National Hockey Association. Le 16 mars, la saison terminée, les Wanderers et les Ottawa sont allés jouer un match exhibition à New York. Match remporté par les Wanderers. Faut se rappeler que si la saison se termine tôt en 1910, c'est qu'on n'a pas de glace artificielle encore au Canada. Mais aux États-Unis, on commence à avoir quelques patinoires réfrigérées, comme c'est le cas à New York, permettant d'allonger la saison de quelques semaines. Le 17 mars, on commence à parler de moins en moins de hockey et de plus en plus de lacrosse, notre sport national en 1910. Le 20 mars, le journal Le Nationaliste est à l'heure des bilans et nous offre un tableau des meilleurs marqueurs de la saison et les marqueurs dans chaque équipe. Pour le Canadien, c'est Lalonde qui trône en tête, malgré le fait qu'il n'a joué que la moitié de la saison pour le club. Le 21 mars se conclut pas mal la saison de hockey avec le Renfrew qui défait les Wanderers à New York. Si vous avez aimé et aimeriez avoir plus de détails, n'hésitez pas à faire une recherche sur votre plateforme audio favorite. Recherchez Histoire du Canadien et vous devriez trouver assez facilement. Dans ces revues de presse de 4 à 10 minutes, je vous lis tous les articles que j'ai trouvés en lien avec l'histoire du Canadien. Ça s'écoute bien le matin avant d'aller travailler.
En 1910, quand la saison du Canadien est terminée, eh bien, c'est fini. On n'en parle plus. Pas de série éliminatoire, pas de repêchage, pas de tournoi de golf, pas de camp des recrues. Rien de tout ça. Ce qui va attirer l'attention, c'est le national. Oui, ceux qui avaient une équipe de hockey au début de la saison. Sachez que si les Canadiens français n'avaient pas fait bonne figure au hockey professionnel, à la crosse, c'est tout autre chose. Bref, j'aurais rien à vous dire sur le hockey de l'été. On va se revoir dans ces revues de presse à l'automne. Il y a déjà, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire du Canadien, il y a de cela quelques années, puis j'ai commencé à faire les revues de presse, le Canadien connaissait un début de saison assez médiocre et les gens parlaient de potentiellement la pire saison du Canadien. Ah, ils sont poches, fait que c'est sûrement une mauvaise saison, c'est la pire qu'ils connaissent. Là. C'est visiblement pas des gens qui connaissent la première saison du Canadien. Bon, on a heureusement terminé la saison avec une victoire, ce qui apporte une fiche de 2 victoires, 10 défaites. Si on fait un ratio avec 82 matchs là, qu'il y a aujourd'hui, là, 80 ou 82, là, fait qu'on parlerait de 16 victoires là, dans la saison au complet. Là. Fait que je pense qu'il n'y a pas grande équipe qui se rapproche, là, même les pires équipes de la Ligue qui pourraient se rapprocher de ça. Ben, heureusement, hein, les prochaines saisons ne peuvent pas être pires. Tu commences bas, puis tu montes. Ah, mais ce qui est particulier, c'est que c'était la pire équipe en 2009, en 1909-1910. Mais toutes les autres équipes contre lesquelles on joue, ils n'existent plus maintenant. C'est la seule équipe qui existe encore. Effectivement. C'est quand même spécial. Oui, quand même. C'était la pire, mais c'est quand même la meilleure de la gang parce que les autres sont toutes fusées. Oui, effectivement. Moi, je dois dire hein, que j'ai eu un énorme plaisir là, à faire la recherche de cette première saison-là. Hein, des affaires qu'on ne savait pas. Là, on connaît toutes Jack Laviolette, mais New Zealand. Les membres les connaissent de nom plus. Là. C'est ça, mais est-ce qu'on savait que c'était le premier capitaine de l'histoire du Canadien? Est-ce qu'on connaît les talents là, de New Zealand? Là, ils n'ont même pas tiré son numéro. Effectivement, ben, les numéros s'en viennent. Hein? Ben, les numéros, ça va être plus là, par position. Hein? Le goaler, ben, ça, nous autres, quand on était jeunes, on se souvient, hein, le gardien de but portait le numéro 1. Ouais. Ben, on se demandait pourquoi que les gardiens de but avaient toujours il y avait toujours un gardien qui avait le numéro 1 dans chaque équipe. Ben, c'est parce que c'est ça. C'est le numéro de Brian Hayward, me semble, quand Patrick Roy avait 33. Il me semble que oui. Ouais. Bon, il y en a eu d'autres hein, qui ont porté le numéro 1. Donc, les numéros, comme tu disais, c'était pas si comme maintenant. Tu sais, ceux qui ont regardé le film avec Maurice Richard, là, un moment donné, quand il y a un bébé qui pesait 9 livres, il a fait comme « Hey, je veux porter le numéro 9. » Parce que dans le temps-là, c'est comme fine, prends-le si tu le veux, le numéro 9. Le monde n'était pas attaché au numéro comme maintenant. Non, c'est ça. Puis bon, je pense que dans les débuts là, les numéros, tu peux avoir le numéro 2 un match parce que tu jouais cover point. Puis le match d'après, tu passais joueur de centre parce qu'il manquait un gars. Fait que là, tu avais le numéro 5 ou tu changeais de numéro. Fait que c'est ça. Les numéros étaient là pour que les gens, avec le programme, puissent dire OK, ça c'est lui, c'est c'est lui. Pour les reconnaître, ouais, c'est ça. Ceci étant dit, eh bien, encore une fois, si vous voulez participer à l'émission pour quelque manière, hein, que ce soit pour n'importe quel sujet qui est en rapport, bien évidemment, à notre histoire, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Si vous avez aimé l'émission d'aujourd'hui, n'hésitez pas à le mentionner en cliquant sur le bouton « J'aime », en commentant, en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou encore mieux, en partageant le contenu de cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et une excellente fin de journée à toi, Yann. Merci beaucoup. Bonne journée à toi. Bonne journée à tous. Merci d'être à l'écoute. La
famille, c'est plus qu'un nom gravé, c'est des rêves et des vies entrelacées. Des voyages et des terres vierges, nos ancêtres sont notre allégeance. Notre berge, écoutez nos histoires riches de vive voix. Des braves voyageurs en terre de bois. Ensemble au présent, guidés par le passé, dans parlons ancêtres où tout a commencé. Parlons ancêtres, autour d'un feu, les voix du passé. Vibrant en nous, de Québec à Trois-Rivières, voyons cet héritage qu'on porte en nous. Écoutez nos histoires riches de vive voix, les braves voyageurs en terre de bois. Ensemble au présent, guidés par le passé, n'en parlons